Buenos días a todos, bonjour à tous, buongiorno. Le mec il est déjà mort après 3, il est déjà mort après 3 langues. Das vidania, sayonara. Hello, voilà, hello tout simplement, merci, heureusement qu'il y a un truc qui m'est venu. Salam alaikum, guten tag, kalimera. Je trouve un truc. Hola en portugais. Et ouais. Et voilà, je crois qu'on est bon, hein. Konnichiwa. Konnichiwa, voilà, je disais en arabe tout à l'heure, il a vraiment dit de la merde. Bref, pourquoi je dis bonjour dans toutes les langues là, tout simplement, ou que j'essaie en tout cas, c'est la catastrophe. Et bien tout simplement parce qu'on va parler aujourd'hui de la Coupe du Monde au Mexique. Alors, pas tant des matchs, hein, même si voilà, à la fin je me ferai un petit délire, un petit kiff, je ferai mes pronos vite fait pour la Coupe du Monde. Mais voilà, petit kiff personnel, mais on va surtout parler d'un point de vue sécuritaire. Vous savez que sur cette chaîne, le sujet phare, la ligne éditoriale, eh bien, ça tourne autour des cartels de la drogue et de la sécurité au Mexique. Et donc voilà, on va faire le lien avec cette Coupe du Monde, puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous certainement qui se posent la question, eh bien, est-ce que assister à un match de la Coupe du Monde au Mexique est sûr? Voilà, c'est la question qu'on va tenter de poser. Et bien, et aussi, qu'en est-il des cartels de la drogue? Risque-t-il de menacer la compétition? C'est une question qui revient souvent, fréquemment, voilà. Il y a même beaucoup de gens qui se refusent même à voyager au Mexique, même hors Coupe du Monde, hein, pour tout simplement parce que ils ont vu donc toutes les problématiques posées par les différents cartels de la drogue et le narcotrafic dans le pays. D'un point de vue extérieur, voilà, en Europe, on va essayer de répondre à ces questions. Est-ce que c'est sûr d'aller voir un match de Coupe du Monde? Quelle a été la réponse du gouvernement mexicain à ces problématiques de sécurité? On va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Alors, déjà je vais commencer par dire qu'en fait cette vidéo j'avais prévu de la faire il y a longtemps à la base, mais elle était censée prendre une forme totalement différente, puisque dès fin 2025, même milieu d'année 2025, on avait eu des informations, des rumeurs qui venaient de la presse américaine, comme quoi les autorités mexicaines avaient demandé aux autorités américaines donc d'arrêter leur traque du narcotrafiquant le plus puissant du pays. Le narcotrafiquant le plus puissant du pays qui était alors Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. C'est une information d'ailleurs qui avait été après reprise par les médias américains, mais elle était sortie je crois par Oscar Balderas, donc l'un des journalistes que je juge le plus fiable sur le crime organisé au Mexique. Carrément, vous imaginez, les Mexicains demandent aux Américains: arrêtez de traquer l'ennemi public numéro 1 pendant la Coupe du Monde. C'était ça le sujet, ne le traquez pas pendant la Coupe du Monde, arrêtez vos recherches. Ça faisait 10 ou 15 ans qu'ils essayaient de l'attraper, il y avait 15 millions de dollars sur sa tête, mais il ne fallait pas le faire tomber pendant la Coupe du Monde, tout simplement parce que on avait peur au Mexique, les autorités, des représailles qu'il pouvait y avoir derrière, des violences que cela pouvait provoquer. Et donc, en marge de la Coupe du Monde, avec tous les touristes, avec les caméras de télévision, l'attention du public international qui aurait été portée sur le pays, il n'aurait pas fallu donner une mauvaise publicité au pays avec des incendies, des attaques, des meurtres, des morts. Et donc c'est pour ça qu'il fallait absolument ne pas provoquer le cartel, ne pas faire tomber son leader, ne pas provoquer de chaos. Voilà, sauf que la stratégie des autorités était bien différente, parce que ce narco en particulier, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ils l'ont eu, figurez-vous, avant la Coupe du Monde et bien avant, puisqu'ils l'ont tué fin février 2025, le 27 au 28 février 2026, pardon, voilà, dit de la merde lui. De 25 février, les dates, moi ça fait deux, hein. Franchement les dates c'est de la merde. Donc fin février 2026, faites pas chier. Et donc ils l'ont tué à ce moment-là, et vous êtes certainement au courant parce qu'on en avait parlé partout, dans les médias français, dans beaucoup de vidéos YouTube même en français, tout ça. Il y avait eu une grande médiatisation de la mort de ce trafiquant, donc ça vous en avez certainement entendu parler, hein. Il y a eu des incendies dans tout le Jalisco, à Puerto Vallarta et même dans d'autres zones du Mexique. Vous voyez ces colonnes de fumée comme ça qu'on voyait, provoquées par le cartel en représailles à la mort de son chef El Mencho. Donc voilà, ils l'ont tué avant la Coupe du Monde. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, si j'ose dire, pour que tout passe pour le mieux. Je vais donc vous passer un petit sujet, parce que j'ai pris quelques petits sujets dans cette vidéo.
Donc voilà, je vais vous repasser quelques petits extraits, ça dure 5 minutes, hein, de la vidéo que j'avais faite à l'époque pour que bien que vous vous rappeliez de quoi on parle et le type de violence auquel on avait dû faire face à ce moment-là, et le type de violence également qu'on est en droit de craindre pour la Coupe du Monde, entre guillemets, même si je reviendrai là-dessus plus tard. Donc voilà, je vous laisse quelques petits sujets de 5 minutes sur la mort d'El Mencho, et je vous reprends derrière. Tout bien, tout honneur. Pourtant, malgré sa défaite militaire et la mort de son leader, je trouve que le cartel de Jalisco a aussi très bien joué son coup. Je m'explique. Déjà, les hommes d'El Mencho ont réutilisé la stratégie du cartel de Sinaloa, employée lors des deux Culiacanazos de 2019 et 2023, une stratégie qui a déjà fait ses preuves, et même durablement traumatisé le pays, je le disais. Mais ils l'ont réarrangé à leur sauce, si j'ose dire, car sinon ça aurait fait redite, vous comprenez, et ça n'aurait pas eu le même impact médiatique de simplement imiter le cartel de Sinaloa. Je l'ai dit, tout le monde s'attendait de toute façon à ce genre de réaction de la part du cartel après la mort d'El Mencho. Les sicarios du cartel de Jalisco ont donc choisi d'étendre cette fois la stratégie du Culiacanazo, qui ne s'était à l'époque limitée qu'à la seule ville de Culiacán, ainsi qu'à quelques localités environnantes, à tout le pays. Cette fois, nous n'avons pas assisté à un Culiacanazo, mais à un véritable Mexicanazo, qui a frappé tout le pays en même temps. Toujours plus, quoi. Les violences ne se sont en effet pas circonscrites aux seuls états de Jalisco, Michoacán et Guanajuato, comme on aurait pu le supposer de prime abord, mais sont survenues jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres de là, jusque dans le nord du pays, rendez-vous compte. Ces violences ont pris à chaque fois la même forme, initiées près de 7 ans plus tôt lors du premier Culiacanazo, c'est-à-dire des démonstrations de violence de la part des hommes du cartel qui paradent armes à la main dans les rues, qui mettent en joue les habitants qu'ils croisent, les terrorisent, leur volent leurs véhicules. Tout ça en tirant des milliers de balles en l'air. Cette fois encore, des milliers de munitions furent tirées par des fous de la gâchette dans plusieurs villes du Mexique, dans lesquelles l'on n'entendait plus que le bruit des sirènes et l'écho des armes automatiques. Mais le plus gros des représailles du cartel consistait une fois encore à établir des narcobarrages, érigés à partir de ces véhicules dérobés à la population, si possible des véhicules imposants comme des bus et des camions, et à les incendier sur les routes dans le but de paralyser la circulation. On a décompté, tenez-vous bien, 252 de ces narcobarrages dans tout le pays. Bon, le gouvernement dit que c'était moins, c'était environ 90. En plus de ces incendies sur les routes, il faut aussi compter sur les nombreuses supérettes, en particulier de la firme Oxo, les banques, les commerces, les stations-service et les bâtiments qui ont été eux aussi incendiés en ville par les sicarios. Rien ne résiste à leur furie. Ces incendies génèrent des panaches de fumée impressionnants qui teintent le ciel de noir, comme vous avez pu le voir sur de nombreuses images filmées dans des endroits comme le pourtant très touristique Puerto Vallarta tout au long de cette journée. Le Mexique vit un jour noir. Le cartel de Jalisco Nueva Generación n'a pas frappé uniquement sur son territoire, mais a même provoqué ces incendies sur des territoires contrôlés historiquement par des organisations criminelles concurrentes, des territoires desquels ils étaient pourtant censés être absents et qu'ils n'avaient encore jamais réussi à arracher leurs ennemis jusqu'ici, comme les États de Sinaloa ou du Tamaulipas, bastion originel des cartels de Sinaloa et du Golfe. Cela illustre bien que le cartel de Jalisco Nueva Generación est une hydre aux multiples ramifications et qu'aucun endroit au Mexique ne se trouve hors de sa portée. Toutefois, une grande partie de ces violences sont survenues dans l'état de Jalisco, un état qui est bien sûr l'une des places fortes du cartel du même nom, mais qui est surtout l'une des principales zones touristiques du Mexique, concentrant une grande partie des richesses économiques de la région et ayant pour capitale la ville de Guadalajara, la deuxième plus grande ville du Mexique. La capitale du pays ne se trouve d'ailleurs qu'à quelques encablures de là, à l'échelle du pays. Cette fois, ces violences ne se déroulent pas dans des patelins paumés de la Sierra du Sinaloa, mais en mondiovision sous les yeux des touristes. En tout, ce sont 20 des 32 États mexicains qui ont subi les représailles du cartel. On a enregistré ces incendies et ces barrages routiers à Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz et Zacatecas par ordre alphabétique. Mais pour moi, la véritable réussite des sicarios du cartel est d'avoir terrorisé 130 millions de Mexicains et paralysé le pays entier, braquant et menaçant des civils au hasard, tout en ne causant la mort que d'une seule civile au cours de cette terrible journée. Leur véritable cible a été, une fois encore, l'armée mexicaine, chez qui ils ont causé de lourdes pertes et qu'ils ont affronté à armes égales dans les rues. En effet, la volonté première du cartel a été de s'en prendre directement à ceux
qu'ils jugeaient responsables de la mort de leur chef, El Mencho, c'est-à-dire les militaires et les membres de forces de l'ordre. La population civile, elle, s'en est tirée avec plus de peur que de mal. C'était déjà ce qui était arrivé lors des 2 Culiacanazos, ces 2 journées de terreur n'ayant provoqué en tout et pour tout la mort que de 3 civils innocents au Sinaloa, dont 2 ayant été abattus par l'armée, qui les a malencontreusement confondus avec des membres du cartel de Sinaloa. Tout en évitant de trop faire couler le sang parmi les civils, de passer pour le nouveau Daesh et de risquer une intervention militaire américaine, en somme. Le cartel de Jalisco a néanmoins réussi à défier les autorités en les attaquant de front et en provoquant des pertes dans leurs rangs, ce qui était justement le but recherché. Voilà, donc c'était les violences qui ont été provoquées à la mort d'El Mencho, qui est pour rappel le chef du cartel le plus puissant du pays, le cartel de Jalisco Nueva Generación, et cartel qui a sa base d'opération, son fief, dans l'une des 3 villes, en l'occurrence Guadalajara, qui accueillera la Coupe du Monde, dans laquelle il y aura des matchs. Et une zone très touristique, très prisée des touristes, une zone même, une zone qui sera l'un des points clés de cette Coupe du Monde au Mexique, puisqu'il y a même 2 sélections qui résident au Jalisco et à Guadalajara. Et pourtant la ville, elle est située en plein sous le territoire du cartel, le plus puissant, le plus dangereux, actuellement le plus sanguinaire peut-être du Mexique. Voilà. Donc c'est de ça qu'on parle, et avec ce genre de violence auquel on a assisté donc il y a à peine quelques mois. Et donc ces violences, ce n'était pas anodin, puisque dès que c'est survenu, donc quelques jours plus tard, en mars 2026, il y a eu des voix pour s'interroger sur le fait est-ce que c'était raisonnable de laisser le Mexique accueillir cette Coupe du Monde. Et il commençait à y avoir des rumeurs comme quoi le Mexique pouvait se voir privé de cette organisation. La compétition aurait pu lui être retirée au profit des États-Unis notamment, les matchs. Donc le Mexique n'accueille pas beaucoup de matchs, une dizaine, une douzaine. Ces matchs-là auraient pu être récupérés par les États-Unis et être joués aux États-Unis, parce que le climat actuel aurait été jugé trop dangereux. Donc c'était une petite rumeur qu'on avait commencé à entendre, une petite crainte de la part des autorités, mais finalement, écoutez, vu que les choses se sont calmées, que les représailles du cartel se sont limitées à cette seule journée vraiment très spécifique et très ancrée dans le temps, c'était vraiment en réponse à la mort d'El Mencho, ça n'a duré qu'une journée. Après ça s'est calmé, écoutez, l'accueil de cette compétition de la Coupe du Monde a pu se faire dans les meilleures conditions jusqu'ici. Puisqu'après, on se demandait beaucoup à la mort d'El Mencho, est-ce que ça va provoquer une guerre de succession? Est-ce qu'il y aura une guerre? Est-ce qu'il y aura beaucoup de morts au sein du cartel, au sein de la pègre, des trafiquants qui commencent à se tirer dessus en pleine ville, en pleine rue, à la lumière du jour, des règlements de compte en veux-tu en voilà. Bref, comme on a déjà pu voir parmi les guerres de succession, notamment dans le cartel de Sinaloa, à chaque fois qu'un grand leader tombe, ça provoque un bordel pas possible. Mais là ce n'est pas le cartel de Sinaloa, c'est encore différent. Là c'est le cartel de Jalisco, il y avait une chaîne de commandement très précise et très stricte. Et comme on pouvait s'y attendre, comme je le supposais moi, il n'y a pas eu de guerre de succession, puisque tout simplement c'est le beau-fils d'El Mencho qui a pris la relève avec les différents chefs de la sécurité, avec le gendre d'El Mencho. Bref, c'est plusieurs membres de la famille d'El Mencho qui ont pris sa relève, tout naturellement si j'ose dire, il n'y a pas eu de guerre plus que ça. Donc c'est vrai qu'une fois El Mencho tué, qui était un enjeu stratégique, puisque les autorités avaient carrément, je vous l'ai dit, prévoyaient d'arrêter sa traque le temps de la Coupe du Monde. Une fois qu'il était tué, l'horizon s'est soudainement dégagé, puisqu'il ne reste plus d'objectifs prioritaires, en tout cas dans la zone où se disputeront les matchs de la Coupe du Monde. El Mencho, c'était vraiment le capot le plus, à la fois le plus discret, mais également le plus sanguinaire de ces dernières années au Mexique. C'était le croque-mitaine, le Xavier Dupont de Ligonnès, ou je sais pas comment je l'avais appelé dans ma vidéo, mais enfin bref, c'était tout ça à la fois, c'était vraiment un symbole. C'était le chef de son organisation. El Mencho, c'était le principal narco de ces dernières années. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une forte réponse de son cartel, de fortes actions de représailles, parce que c'était son symbole, son leader. Mais une fois qu'il est mort,
il n'y a plus de raison de craindre ces actions, puisque eh bien, ce genre de violence, le cartel ne les provoque pas pour n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'un petit trafiquant va tomber par-ci par-là que le cartel va se lancer dans une vendetta comme ça à l'échelle du pays. Forcément, vous vous doutez bien. Ce n'est que pour quelques profils bien précis qu'il peut y avoir ce type de violence, dont El Mencho faisait partie. Donc là, oui, c'est vrai que s'ils arrêtent le nouveau chef du cartel de Jalisco, Juan Carlos Valencia El 03, il pourrait y avoir ce genre de violence, mais écoutez, peut-être que les autorités ont prévu de mettre en pause également la traque d'El 03 pendant la compétition, mais bon, voilà, c'est le beau-fils d'El Mencho, hein. Eh bien, il a moins d'aura, moins de pouvoir que El Mencho lui-même, donc voilà, les autorités sont peut-être également moins pressées de lui mettre la main dessus, parce que bon, El Mencho, ça faisait 15 ans qu'il traquait. Là, bon, El 03, ils peuvent repousser de quelques mois sa capture au pire du pire. Et c'est vrai qu'il n'y a plus que quelques profils, même à l'échelle de tout le pays, à l'échelle du Mexique, il n'y a plus que quelques narcos comme ça pour lesquels eh ben, les cartels pourraient provoquer ce type de violence. Alors moi, j'en vois que 2 ou 3, donc Juan Carlos Valencia El 03 et les 2 fils d'El Chapo. Donc Ivan Archevaldo et Jesus Alfredo Guzmán Salazar, et éventuellement El Chapo Isidro également, et El Doble R, bon, surtout au Jalisco. Donc voilà, donc vous avez sur les 5 qui pourraient provoquer, 5 personnages qui pourraient provoquer ce genre de violence s'ils venaient à être tués ou capturés par l'armée, ben déjà vous avez 3 qui sont au Sinaloa. Il n'y a aucun match de la Coupe du Monde au Sinaloa ou à proximité du Sinaloa. Donc, en plus, je vois mal le cartel des Sinaloa provoquer des violences en dehors de son fief de Culiacán et du Sinaloa. Donc, même s'il y avait les fils d'El Chapo ou El Chapo Isidro, qui n'a aucun rapport avec El Chapo, enfin bref, qui se faisaient capturer pendant la compétition, eh bien, ça ne nuirait pas nécessairement aux matchs en eux-mêmes ou à la sécurité des touristes, hein, puisque les matchs se déroulent à Guadalajara, à Monterrey et dans la capitale du pays, à Ciudad de México. Donc aucun rapport avec le Sinaloa. Donc voilà, le seul petit risque, si jamais c'est les nouveaux chefs du cartel de Jalisco, donc El 03 et El Doble R, qui se font capturer. Mais écoutez, il y a quand même assez peu de risques pour que cela arrive, et puis les autorités peuvent toujours repousser leur capture à plus tard, hein. Mais donc voilà, donc a priori, je vous le dis comme ça, moi je ne vois pas dans quel monde ce type de violence pourrait survenir pendant la compétition. Enfin, en tout cas, je juge ça très peu probable, ne serait-ce que parce qu'il ne reste plus tellement de profils qui peuvent générer ce genre de violence par leur capture. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce volet-là d'El Mencho, très particulièrement, hein, je vous l'ai dit, hein, sa mort, donc à sa mort, eh bien, on avait commencé à remettre en doute le bien fondé de laisser le Mexique organiser cette compétition, mais depuis ces peu derniers mois, ça s'est amélioré. Il y a eu une réponse des autorités mexicaines pour apporter plus de sécurité à l'événement. Voilà, je vais juste revenir vite fait peut-être sur les 3 villes hautes de la compétition si vous vous demandez. Donc je vous l'ai répété 3-4 fois déjà là. Donc Guadalajara, qui est la ville qui pose le plus de problèmes, puisque c'est la ville dans laquelle il y a le cartel de Jalisco, dans lequel il a établi l'État de Jalisco, c'est là où il a établi la base de ses opérations. Et le cartel est également présent dans la ville de Guadalajara, puisque elle est située au beau milieu de son territoire, et puis c'est la 2e plus grande ville du pays. Une ville qui accueille beaucoup de touristes, donc dans laquelle ils peuvent blanchir leur argent, également vendre de petites quantités de drogue, donc du deal de drogue, directement dans la ville de Guadalajara. Donc c'est une ville qui rapporte de l'argent, dans laquelle ils sont présents. C'est la ville donc, qui pose le plus de problèmes, puisque s'il y avait donc des représailles de la part du cartel, elles se dérouleraient dans cette ville, hein, à Guadalajara, pas ailleurs. Voilà. Enfin, ici, en tout cas, c'est la seule ville qui est menacée, la seule ville qui accueille des matchs de la Coupe du Monde qui est menacée directement par le cartel et par les cartels de la drogue en général. Les 2 autres villes sont complètement différentes. Monterrey, c'est différent. C'est parmi les 3 villes qui accueillent la compétition, c'est la 2e entre guillemets la moins sûre. Mais là, ce n'est pas les cartels de la drogue directement, même si vous avez le cartel del Noreste et le cartel du Golfe qui est aussi présent, et toutes les factions du cartel du Golfe, toutes les factions
qui découlent de los Zetas, qui sont présents à Monterrey. Mais là encore, c'est un théâtre d'opération encore bien différent de Guadalajara pour le coup, puisque ces organisations ne sont plus de gros cartels de la drogue qui peuvent provoquer ce type de violence qu'on a vu à la mort d'El Mencho. Ce sont plus de grosses organisations de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, ce sont de petites factions qui peuvent foutre le bordel, oui, à la chute d'un de leurs leaders, mais voilà, ce sont de plus petites factions, et surtout à Monterrey, ils sont présents, mais bon, ils essaient quand même de se faire un minimum discret. À Monterrey, pendant longtemps, eh bien, elle avait été épargnée, cette ville, par le crime organisé. C'est une ville dans laquelle c'est quasiment la ville la plus riche du Mexique, hein. C'est juste à côté de la frontière des États-Unis, et bon, c'est pas sur la frontière des États-Unis, mais c'est pas très loin quand même. Et ils s'en servaient quand même pour blanchir l'argent, hein, les narcotrafiquants, mais guère plus. Puis c'est vraiment dans les années 2010, quand il y a eu la guerre avec les Zetas, le cartel du Golfe, la guerre entre les Zetas et le cartel du Golfe, que là, la ville de Monterrey a commencé à être assaillie par les narcotrafiquants et par les gros cartels de la drogue. Donc oui, c'est quelque chose de relativement récent à Monterrey, les cartels de la drogue, comparé à Guadalajara, qui connaît ça depuis les années 80. Il y a toujours, voilà, depuis les années 80, ils avaient des cartels de la drogue au Jalisco. Et c'est vrai qu'à Monterrey, c'est quelque chose de plus récent, ça remonte à une quinzaine d'années, avec les guerres entre cartels qu'il y avait à l'époque, dans les années 2010. Voilà. Un petit peu avant ça, il y avait peut-être eu Arturo Beltrán Leiva, je crois, qui avait essayé de s'établir à Monterrey, mais bon, c'est pareil, c'était plutôt dans le but de blanchir son argent. Donc voilà, ce sont plutôt des petites factions de gros cartels de la drogue, quand même, mais qui sont présents à Monterrey. Et il y a également des bandes de kidnappeurs, voilà, des bandes de kidnappeurs, des bandes de narcotrafiquants qui vendent de la drogue à l'intérieur même de Monterrey. Donc voilà, c'est plutôt ce type de profil, des profils de petites cellules, de moyennes organisations. Voilà, pas les gros cartels comme il y a à Guadalajara. Donc voilà, c'est plutôt ça, ce profil à Monterrey. Profil d'une criminalité moins puissante, mais qui peuvent par contre, bizarrement, être encore peut-être même plus dangereuse vis-à-vis des touristes ou vis-à-vis des gens qui ont de l'argent. Donc voilà, c'est plutôt ça ce théâtre d'opération, la réalité en cette ville. Et vous avez la troisième ville où il y aura des matchs à la Coupe du Monde, c'est la capitale, Ciudad de México. Et là c'est complètement différent puisque c'est la ville la plus sûre du Mexique, et donc forcément des villes qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde, puisque c'est une ville dans laquelle le crime organisé n'est pas ou peu en tout cas présent. Voilà. Et très clairement, les autorités fédérales, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Eh bien, elles ont blindé la capitale, voilà, elles ont mis une muraille de Chine autour de la capitale, elles ont bien blindé tout ça, où il y a les autorités fédérales, où le siège du pouvoir, les grandes entreprises, le siège des économies économiques, tout ça, ils ont bien blindé, ils ont bien blindé. Dès que le cartel de Jalisco a essayé de s'établir dans la capitale, eh bien, elle a eu affaire aux autorités, etc. Donc c'est assez compliqué. Alors les cartels ont toujours essayé de s'implanter dans la capitale du pays, mais ça a toujours été assez dur. Ils n'ont jamais pu bien parader armes à la main au milieu de la capitale, hein, vous vous doutez bien, même s'il y a eu des attentats, etc. Dans la capitale du pays. C'est vrai que c'est une zone qui est sous contrôle militaire et sous contrôle policier, sous le contrôle des autorités tout simplement. En même temps c'est la capitale, encore heureux, mais c'est vrai que bon, en comparaison au reste du pays, ils abandonnent, on peut dire qu'ils abandonnent un peu le reste du pays pour blinder la capitale. C'est un peu ça la triste réalité des choses quand même. Donc la capitale, Ciudad de México, est plus ou moins épargnée par le crime organisé, même s'il y a deux cartels locaux, notamment la Unión Tepito, et puis l'autre, je sais même plus vraiment comment il s'appelle, mais on dit cartel parce qu'il faut bien leur donner un nom, hein, mais en fait c'est des petites bandes de clampins. Sont des petites bandes de racketteurs, de kidnappeurs, un petit peu comme à Monterrey pour le coup. Mais à Monterrey, il y a des grandes organisations criminelles un peu aussi derrière. Là, c'est vrai que non, pas du tout. C'est vraiment des petites bandes de criminels seulement à Ciudad de México. Voilà, vous avez quelques quartiers chauds. Le quartier de Tepito et puis le quartier Monsboub, là, je sais plus. Mais peut-être que Tepito ces derniers temps, c'était un peu arrangé, je sais plus. Mais en tout cas, c'était plus connu ces dernières années. Tepito, c'est le quartier le moins bien famé de la capitale. Voilà. La capitale, c'est une ville énorme, hein, avec une dizaine de millions d'habitants peut-être. Et
qui est une ville qui est très étendue, et vous avez forcément des quartiers moins bien famés que d'autres, des barrios comme ça aux allures de petites favelas, pour résumer grossièrement, et donc voilà, où là ça peut être peut-être plus dangereux entre guillemets, même si c'est plutôt le risque de se faire voler ou harceler ou assaillir, non ce n'est pas le bon mot en français, mais tant pis. Ce risque-là, voilà, auquel les touristes devront faire face dans la capitale, donc tout simplement ne pas se faire chouraver sa montre ou son téléphone par des petites bandes de malfrats dans les quartiers chauds. Voilà, c'est plus ça, les problématiques de sécurité dans la capitale du pays. Alors, on parle aussi également de manifestations politiques. Je crois qu'il y a les agriculteurs en ce moment dans la capitale du pays qui manifestent, et puis vous avez également souvent les Madres Buscadoras et les personnes qui manifestent contre les violences du narcotrafic, qui pourraient profiter de la Coupe du Monde et de la lumière qui est donnée par la Coupe du Monde, la médiatisation, pour se faire entendre. Il pourrait y avoir des protestations, mais a priori pas de quoi menacer évidemment la sécurité des touristes. Donc voilà, ce sont ça donc d'un point de vue sécurité, ce que je pouvais résumer sur ces 3 villes hautes de la Coupe du Monde au Mexique. Voilà donc, pour terminer, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir le petit sujet que je vous ai fait, encore une fois de 5 minutes, de voir comment les autorités se sont préparées pour le défi sécurité à cette Coupe du Monde, quelles sont les mesures de sécurité qui vont être adoptées, le dispositif policier, militaire, etc., pour contrer une éventuelle attaque des cartels, mais pas seulement, parce que le risque est bien multiple, il y a également le risque terroriste. On craignait également, je sais plus si c'était les Congolais ou quoi, mais qui rapportent l'Ebola, jusqu'à récemment aux États-Unis. Voilà, il y a également l'Iran qui aura pour camp de base Tijuana. Donc voilà, et puis après, outre les cartels, il peut y avoir la petite criminalité, je vous l'ai dit, des bandes de voleurs qui pourraient cibler les touristes. Également des batailles de hooligans entre supporters, enfin bref, le risque est multiple. Donc voilà, je vous laisse avec le sujet qui dure comme l'autre environ 5 minutes. Même si c'est pas moi qui parle, là vous n'allez pas devoir supporter ma voix. J'ai pris une voix IA parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une petite secrétaire sexy, voilà ça. Donc j'ai mis une bonne voix comme ça IA, et donc voilà, vous m'en direz des nouvelles. C'est à vous, mademoiselle. Face aux défis sécuritaires que pose ce mondial de football et aux diverses menaces qui pourraient le mettre en péril, la réponse des autorités et du gouvernement mexicain a été le plan Kukulkan. Soit la mobilisation de plus de 100 000 membres des forces de l'ordre, qu'ils soient policiers, de forces de sécurité privées, de la Guardia Nacional, ou bien militaires, tous déployés en aval et en amont de la Coupe du Monde, qui se joue du 11 juin au 5 juillet sur le sol mexicain. Alors qu'implique exactement ce plan Kukulkan et comment seront utilisés ces 100 000 agents durant le mondial ? En premier lieu, le plan Kukulkan met évidemment le focus sur les 3 villes hôtes, Mexico, Guadalajara et Monterrey, dans lesquelles se disputeront les matchs à proprement parler. 3 task forces seront créées, une dans chacune de ces villes, avec son propre PC de sécurité et son centre de commandement, mais ces forces se coordonneront et interagiront aussi entre elles, malgré les milliers de kilomètres qui séparent chacune de ces villes, pour échanger des informations. Mais ce n'est pas tout, car il faut aussi protéger les équipes nationales qui seront hébergées au Mexique durant la compétition, au nombre de 7, et les 5 villes dans lesquelles elles ont choisi de résider. Les villes de Tijuana, Pachuca et Cancún reçoivent donc elles aussi une attention toute particulière de la part des autorités et sont inclus dans le déploiement des forces de sécurité du plan Kukulkan. Un plan qui n'inclut pas seulement la protection des enceintes sportives, vous l'aurez compris, mais bien l'ensemble de ces villes qui accueilleront des milliers de touristes, pour certains alcoolisés, dont il faudra faciliter les déplacements tout en empêchant les confrontations entre supporters. Un défi quand on sait que certaines de ces villes sont d'ordinaire le territoire de quelques-unes des organisations criminelles les plus sanglantes et les plus meurtrières de la planète. Ces villes seront donc surveillées bien au-delà des stades, jusqu'à plusieurs centaines de mètres d'altitude même. Dans leur ciel, l'espace aérien de ces villes hôtes sera bien évidemment restreint et scrupuleusement contrôlé. Un espace aérien dans lequel les forces armées mexicaines se doivent d'avoir la suprématie, c'est dans ce but que seront déployés 24 avions, parmi lesquels des EMB-145 de surveillance aérienne, des chasseurs F-5, des avions de combat T-6C Texan et des hélicoptères Black Hawk, ainsi que 33 drones,
sur l'ensemble de la compétition. Mais le véritable enjeu sécuritaire sera pour les autorités d'empêcher que des drones non identifiés, possiblement chargés d'explosifs, ciblent malgré tous ces secteurs protégés et les enceintes sportives. Un risque qui n'est pas à exclure étant donné que les cartels de la drogue ont fréquemment recours à des drones, parfois pour transporter de la contrebande, mais la plupart du temps armés d'explosifs dont ils se servent comme bombes volantes. Une pratique qui s'est même généralisée sur le territoire mexicain ces 3 ou 4 dernières années. Certains cartels, comme le cartel de Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana et les autres factions criminelles du Michoacán comme Los Ardillos, en ont même fait depuis leur spécialité en créant des sous-divisions armées entièrement dédiées à l'utilisation de ces drones kamikazes. Les groupuscules terroristes pourraient eux aussi reprendre ce modus operandi à leur compte lors de la compétition. C'est pourquoi les autorités mexicaines ont mis l'accent sur le déploiement de dispositifs anti-drones, 81 au total, et ont fait savoir que tout objet volant inconnu serait aussitôt abattu ou détourné, en particulier à proximité des stades. La défense de l'espace aérien lors de l'événement se décline en 5 couches de contrôle successives. Au sol, le protocole de sécurité est plus ou moins similaire avec la mise en place de 4 périmètres de sécurité distincts établis autour des stades. Le premier périmètre de sécurité est mis en place à l'intérieur de la zone critique et est composé d'agents de la Guardia Nacional en uniforme et en civil, de membres de la police montée à cheval, d'unités canines de détection d'explosifs et de tireurs d'élite. Le second cercle de sécurité comprend les proches alentours avec des camionnettes de la Guardia Nacional et des tours mobiles de surveillance et de communication. Le troisième périmètre de sécurité sera mis en place dans la périphérie urbaine des villes hôtes par les différentes patrouilles de police mobilisées. Quant au quatrième dispositif de sécurité, il s'agit des renforts stratégiques de l'armée prévus en soutien, qui attendent en dehors du périmètre mais se tiennent prêts à intervenir en cas d'attaque. Pour assurer ces patrouilles terrestres, pas moins de 2136 véhicules de la police et de l'armée seront mobilisés. Le plan de sécurité compte aussi sur le déploiement d'animaux, avec près de 40 unités à cheval et 23 chiens policiers chargés de détecter armes, explosifs ou agents biologiques. Le symbole de ce mondial ne sont toutefois pas ces animaux de chair et de sang, mais des animaux mécaniques, il s'agit en l'occurrence de ces chiens robots, de conception chinoise, au nombre de 4, qui seront déployés à Monterrey uniquement. Des robots capables de courir jusqu'à 25 km/h, équipés de plusieurs caméras contrôlables de manière autonome à distance, de vision nocturne et d'un porte-voix capable d'intimer des ordres à la population, le tout pour un coût d'environ $150 000 l'unité. La mairie a choisi d'adopter ces robots après l'assassinat de 2 agents en patrouille l'an dernier et espère qu'ils auront un effet dissuasif. Le plan Kukulkan prévoit aussi une plus grande utilisation des nouvelles technologies que par le passé, comme des logiciels de reconnaissance faciale ainsi que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prévenir les risques. Les points d'accès au pays et les zones de frais, comme les aéroports et les ports, y compris les ports de commerce, seront particulièrement surveillés pendant la compétition, afin de s'assurer qu'aucun terroriste étranger ne s'infiltre dans le pays ou que les cartels ne renforcent dans le même temps leurs opérations de contrebande. Ah pas mal la petite voix de secrétaire là, hein. Ah ouais, ça donne envie d'aller bosser au bureau, ça. D'ailleurs, j'ai envie de dire maintenant, faudrait que vous passiez sur le bureau, mademoiselle, hein, pour qu'on discute de votre augmentation. Ouais, je suis un gamin, j'ai 8 ans, je fais des blagues de CM2 encore. Mais écoutez, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire en tout cas d'un point de vue de sécurité, sur la Coupe du Monde de Mexique. Écoutez, ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est plutôt safe. Il reste plus tellement de profils de grands narcotrafiquants qui pourraient provoquer ce type de violence, comme on a vu fin février dernier. Le cartel de Sinaloa est en train de se faire poutrer la gueule depuis plusieurs mois, il ne reste plus grand chose. El Mencho, qui était un objectif, on se demandait si on allait mettre sa traque en pause à la Coupe du Monde, et bien finalement il a été tué avant la Coupe du Monde, donc il n'y a plus cette question à se poser. Je ne vais pas vous dire que tout va mieux dans le milieu de monde, hein, puisque il y a toujours autant de meurtres, toujours autant de violence au Mexique, voilà, un cartel de la drogue ne faiblissent pas, mine de rien, ils sont toujours aussi présents, aussi influents. Mais bon, c'est vrai que ils sont quand même fragilisés, entre guillemets, même si ça ne se voit pas en termes de diminution de violence, etc. Ils pourraient être tentés de laisser passer cette Coupe du Monde sans trop se faire remarquer. D'ailleurs, c'est la consigne, si je devais terminer avec ça, c'est la consigne qui est sortie dans la presse ces derniers jours.
des journalistes ont rapporté que les cartels de la drogue avaient fait passer le mot comme quoi il ne fallait pas provoquer de troubles durant cette Coupe du Monde, ni s'en prendre aux touristes, qu'il fallait au contraire que tout se passe pour le mieux, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun intérêt à se faire remarquer, et surtout des États-Unis, parce que la compétition, elle se passe majoritairement aux États-Unis. Donc s'il y a une couille qui arrive, du bordel qui est provoqué au Mexique par une compétition qui se déroule certes un peu au Mexique, mais qui est surtout provoquée par les États-Unis, Trump il pourrait l'avoir mauvaise, il pourrait être vénère, il pourrait tenter de s'en prendre au cartel mexicain encore plus qu'il ne le fait déjà qu'il menace de les bombarder tous les 4 matins. Donc là très clairement les gars ils ont plus le choix, les cartels de la drogue, les narcos, on va pas les plaindre, mais très clairement ils ont plus beaucoup de marge de manœuvre et le mieux à faire pour eux durant cette Coupe du Monde c'est de se faire discret, voilà, pour changer. Et je vais pas trop m'avancer, on sait jamais s'il y a des drames malheureusement durant cette Coupe du Monde. Si je devais prendre un pari, écoutez, je dirais que tout devrait bien se passer, voilà, notamment de point de vue des grandes organisations criminelles, parce qu'après le risque terroriste ou le risque des petits trafiquants, des petits malandrins, on peut pas prévoir ça, je ne suis pas expert dans le domaine non plus, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après ça devrait bien se passer, les cartels ont fait passer le mot, c'est ce qui est sorti dans la presse récemment, qu'il ne fallait pas interférer avec cette Coupe du Monde 2026. Et puisque je parlais de prise de pari, eh bien il est l'heure, figurez-vous, de faire nos pronostics pour cette Coupe du Monde. Et oui, place au jeu, retour au plus important, au football. Voilà, je vais me faire un petit kiff personnel. Je vais vous dire vite fait, qui je vois gagner la Coupe du Monde, mes petits pronos, mes petites affiches. Voilà, parce qu'en plus, évidemment, on est un expert du narcotrafic, des cartels de drogue au Mexique, et même du Mexique dans son intégralité, et même du monde politique, et même de toute l'Amérique du Nord en son intégrité. Eh bien, figurez-vous que je suis surtout, avant toute chose, un spécialiste du football, oui, mesdames et messieurs, tout à fait, le gars sait pas parler, mais voilà, niveau football, il gère, bien sûr, parce qu'il avait prédit le type. Il avait prédit la victoire des Argentins en 2022, et pas en 8ème, pas en quart, non. Il l'avait prévu 3 mois avant le début de la Coupe du Monde, voilà, il y a des témoins ici. Je peux dire, j'avais prévu victoire de l'Argentine, voilà. Bon, après les autres compétitions, ça fait 15 ans que je prédis la victoire de l'Angleterre. Voilà, donc j'ai fait les phases de groupe déjà avant ça, de mon côté. Et là, on se retrouve avec des 16e de finale. Interminable cette compétition. C'est incroyable à regarder. Je sais pas ce que ça va donner, mais rien qu'à faire les pros, déjà, franchement, ça casse les couilles. Donc voilà, donc on se retrouve aux premières affiches avec un bon petit Mexique-Bosnie des familles. Ah, franchement, là j'en salive d'avance, un match comme ça. Ensuite, t'as Maroc-Japon. Voilà, le duel des pays qui passent pas l'écart normalement. Ensuite, t'as Équateur-Sénégal. Voilà, le duel des défenseurs rugueux. Voilà, avec Pacho surtout. Alors ensuite, je voulais trouver. Ensuite, t'as du Sud-Écosse. Je voulais trouver une punchline, un truc à faire, mais va trouver le lien entre la Corée du Sud et l'Écosse, toi, s'il te plaît. Match des merdes, tout simplement, je sais pas. Non, le lien entre la Corée du Sud et l'Écosse, là, je t'avoue, il est pas très évident. Ensuite, t'as Argentine-Uruguay. Le duel des types qui font des barbecues, des cow-boys bouffeurs de barbecue. Ouais, super les clichés éclatés. Je vous propose qu'on arrête ça. Allez. Par contre, là, j'ai pas fait exprès. Franchement, j'étais content quand j'ai vu ça. Petite affiche. États-Unis-Iran des familles. Ah, ça c'est beau. Ça, on veut la voir cette affiche là. Franchement, ça méritait de faire ses pronos rien que pour voir cette affiche. J'ai pas fait exprès, franchement, j'ai juste fait une dinguerie, j'ai foutu l'Iran 2ème du groupe, je crois. Je sais plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme dinguerie? Ouais, j'ai foutu l'Iran 2ème du groupe, enfin bon, t'es mal à la gueule du groupe aussi. Donc du coup, t'es un petit États-Unis-Iran. Parfait, ça c'est le Trumpico, ça. Le Trumpico. Espagne-Autriche. Ok, super. Franco contre Adolphe. Non, on va peut-être arrêter ce jeu de merde là, faire des BAS pour chaque affiche. Colombie-Croatie. Ok. Allemagne-République tchèque. Ok. Norvège-France. Ok. Suisse-Égypte. Ok. Angleterre-Congo. Ok. Bon, après Turquie-Arabie Saoudite, Belgique-Australie, Portugal-Panama, Pays-Bas-Brésil. Allez, on avance là, parce que de toute façon, vous allez bien voir quand je vais faire mes trucs.
Bon alors, Mexique-Bosnie déjà. Voilà, c'est le Mexique qui passe, hein. Voilà, très clairement. Hein. Mexique, c'est 8ème de finale. Voilà, il peut se passer n'importe quoi. Ils peuvent avoir Cristiano Ronaldo ou... bon, c'est une vieille merde. Ils peuvent avoir Désiré Doué ou un type du FC Nantes, c'est pareil, ils vont terminer 8ème. Ils vont terminer en 8ème. Donc Mexique déjà. Maroc-Japon. Ben voilà, moi je vais pas faire mon footix, moi. Moi je dis, ça va être Japon, les gens. Ça va être Japon. Là, les types qui voient trop les Marocains là parce que demi-finalistes. Non. Déjà, Maroc-Japon. Japon, les gens. Équateur-Sénégal. Moi je suis dans un délire, tu mets pas de but à l'Équateur en fait. En fait, je t'explique, quand t'as Pacho en défense, tu mets pas de but à l'Équateur. Tu mets pas de but à Pacho. Tu peux être qui tu veux, m'en fous, tu mets pas de but à Pacho. Donc, Équateur-Sénégal, c'est l'Équateur, je suis désolé de vous le dire. Ça, déjà, c'est acté. Corée du Sud-Écosse. Voilà, je dis Corée du Sud. Voilà. Ensuite, Argentine-Uruguay, les gens. Ah, les deux, ils m'ont bien pourri cette année. Hein. Oh là là, ça, c'est le duel des merdes. Argentine-Uruguay. En fait, ils m'ont l'air aussi naze l'un que l'autre. Je vais dire l'Argentine. Je vais dire l'Argentine, mais franchement, je les vois bien pourris cette année. Et là, le gros match. Le Trump-Pico. États-Unis-Iran, les gens. Et là, je suis désolé de décevoir certains. Mais c'est Trump qui va gagner. C'est Donald qui va gagner. Ça, c'est sûr. Il sera là, il sera même en tribune. Il sera même sur le terrain. Il va même mettre son but de la tête. Je prédis. Il va mettre son but de la tête, Trump. C'est victoire des États-Unis. J'annonce. Ça, c'est acté aussi. Bon, Espagne-Autriche, je ne sais même pas si j'ai besoin de préciser que l'Espagne va les éclater. Colombie-Croatie. Pareil, entre deux équipes qui ont coulé complètement ces dernières années. Colombie-Croatie. Je dis quand même la Croatie sur l'expérience, allez. Mais franchement, Allemagne-République tchèque, Allemagne. Norvège-France. Norvège. Hein, ouais, vous avez bien entendu. Norvège-France et Norvège tous les jours. Norvège, les autres ils vont rien comprendre là. Ragnar il va leur mettre un coup de saumon là, bam. C'est bien, vous avez vu, on est bien sur les clichés depuis le début là. Mais n'empêche que la Norvège ils ont une bête d'équipe là. Enfin je sais pas, je les sens bien. Parce que la France, ils ont tous les attaquants. Ils ont tous les attaquants du monde, mais derrière franchement. À part ou pas Mécano et Saliba, c'est de la merde là. Le gardien il est pas fiable. Ils ont baissé à un moment de temps, ouais, Mignon, il est super fort, ouais, il a bien baissé lui. À part ou pas Mécano et Saliba, c'est la tristesse. Le milieu de terrain il est dégueulasse. Le milieu de terrain français il est dégueulasse. Dégueulasse. Donc Norvège-France, la France ça passe pas, c'est la Norvège. Je vous le dis, c'est pas débat, c'est ce qui va se passer. Suisse-Égypte. Oh putain, je t'aime bien. Suisse. Ils font du fromage, ils font des montres, ils seront à l'heure. Angleterre-Congo. Angleterre. Voilà, je dis que je sais pas, je mets Angleterre. Voilà, quand je sais pas un truc, Angleterre. Comme Darmanin, il savait pas qui avait foutu le bordel des Anglais. Qui a foutu le bordel le Stade de France, c'est les Anglais. Bon, c'est pareil, quand je sais pas comment, je dis Angleterre. Turquie, Arabie Saoudite. Les Turcs qui sont forts cette année. Ils ont une bonne petite génération de jeunes là, qui sont là depuis 2-3 ans. C'est parfait pour que ça monte là. Turquie. Belgique, Australie. J'ai envie de dire l'Australie. Mais... je vais dire Australie. Voilà. Belgique, Australie, je vais dire Australie les gens. Portugal, Panama. Portugal quand même. Hein. Portugal, Panama, Portugal. Hein. Et Pays-Bas, Brésil, pas photo. Victoire 7-0 des Pays-Bas contre le Brésil en 16e de finale. Pays-Bas, Brésil, Pays-Bas 7-0. Ça c'est pareil, c'est acté. Voilà les gens, donc je fais en direct, petit tableau avec ChatGPT, tout ça. Et là on se retrouve en 8ème avec un petit Mexique-Japon. Petit Mexique-Japon. C'est les 8ème, alors le Mexique sont éliminés. Hein. Voilà, hein, désolé. Hein. Japon en quart. Ensuite on se retrouve avec Équateur, Corée du Sud. Oh ça va, pas mettre tous les Asiates non plus là. Oh. Équateur. Voilà. Équateur. Ensuite, on a un petit Argentine, États-Unis des familles. Et là, tout le monde va voir l'Argentine. Oh ouais, Argentine, les tenants du titre, Argentine avec Messi, là. Non.
Victoire de Trump. Victoire de Trump, les gens. L'arbitre, il va siffler 3 pénaux pour les États-Unis. Qualification des États-Unis. Qualification des États-Unis, c'est sûr. Ensuite, on a un petit Espagne-Croatie. Mais alors là, franchement, les Croates, avec tout le respect, l'Espagne. Franchement, l'Espagne. Je crois que Yamal, les types, ils ont 50 ans à toutes les lignes. Bon, Allemagne-Norvège. Qualification, les gens, de la Norvège. Et ouais, bien sûr, après avoir tapé la France, ils tapent les Allemands, les types. On les arrête plus. Des Vikings. Ils sont là, ils tapent et la France et l'Allemagne. On les arrête plus. Bon, Suisse-Angleterre, moi je dis encore les Anglais. Bon, bah, c'est la Suisse quoi, ça va. Turquie-Australie. Les Turcs, bien sûr. Parce que bon, Australie, voilà. Et Portugal-Pays-Bas, merde, déjà. Putain. Ah merde. Portugal-Pays-Bas. Ah, les Portugais ils me font chier, on dit depuis 10 ans qu'ils vont faire des dingueries, ils font jamais rien, ils me cassent les couilles. Ils ont encore Ronaldo, bah ça passe pas. Ils ont encore, bah c'est comme Ronaldo, bah, c'est comme les autres cons avec Neymar là. Ils ont Neymar, bah ça passe pas. Et eux ils ont Ronaldo, bah ça passera pas non plus. Je dis Pays-Bas les gens. Je dis Pays-Bas. Est-ce qu'ils ont rappelé, est-ce qu'ils vont rappeler Robben les autres? Hein? Est-ce qu'ils vont rappeler Van der Sar ou je sais pas qui? Non, voilà, les autres ils jouent encore avec Cristiano Ronaldo, mon ref. Et je dis Pays-Bas, on m'en fout. Qualification des Pays-Bas. Ah, on se trouve en quart de finale. On a Japon-Équateur, États-Unis-Espagne, Norvège-Angleterre, Turquie-Pays-Bas. Voilà, il n'y a que 3 équipes hors d'Europe. Hein, voilà, bon après la Turquie un peu... ouais, techniquement c'est l'Europe. Bon, t'as 3 équipes en Europe, ça passe encore. Hein, ouais. Une Asie, une Amérique du Sud, une Amérique du Nord. Je pensais que j'aurais encore plus taillé que ça. Japon-Équateur. Écoutez, Japon-Équateur. Putain, mais Japon-Équateur, c'est dégueulasse ça, pourquoi il y a ça? C'est nul ça. Japon-Équateur. Eh, tu mets pas de but à Pacho. Tu mets pas de but à Pacho, gros. Je crois que tu as un. Ouais, non, vas-y, j'allais dire des trucs un peu sur les Japonais là, mais. On n'est pas sur les clichés, nous. Mais en tout cas, tu passes pas Pacho. Tu passes pas Pacho. Qualification de l'Équateur. Rien à foutre. Équateur, les gens. États-Unis, Espagne. Ah, si je fais le dingo, je mets les États-Unis. Grosse cote, ça. Combien sur Winamax? Une cote à plus 8000, ça. Ça, c'est une cote à plus 8000, ça. Ah, je sais pas si je fais le fou, quand même. États-Unis, Espagne. Non, je fais pas le fou, je mets Espagne. Niquez-vous. Nique Trump, là. Nique-toi, Trump, là. Nique. Espagne. Norvège, Angleterre. Putain, merde, Norvège, Angleterre. Quand je sais pas, je mets les Anglais. Angleterre. Putain, ils vont encore gagner. Turquie, Pays-Bas. Turquie. La Turquie. Ouais. Oh la gueule des demi-finales, quoi. Équateur, Espagne, Angleterre, Turquie. Oh là là. C'est un peu dégueulasse quand même. Ouais. Écoute, c'est ce que j'ai fait, hein. Je suis senti comme ça, hein. Bon, Équateur-Espagne. Ah, la fête est finie, peut-être là. Pacho, même Pacho contre Yamal, à mon avis. Voilà, hein. Avec les qualifications de l'Espagne. Qualification de l'Espagne, déjà. Et Turquie-Angleterre. Je mets les Anglais. Hein, j'ai honte de le dire, parce que ça va donner de la merde, mais... Qu'est-ce que tu veux que je mette les Turcs en finale de Coupe du Monde, toi? T'es fou? Je mets les Anglais. Voilà, ce qui fait une finale Espagne-Angleterre. Espagne-Angleterre à New York. Je crois que c'est là-bas la finale. Et voilà, vous donne un mac. Ah, déjà en 3ème place, tiens, je vous le dis, c'est les Turcs. Voilà, les Turcs, on va dire qu'ils ont battu les Équatoriens. Voilà, Turcs 3ème de la Coupe du Monde, les Turcs. Bravo. Voilà, Espagne-Angleterre. Je suis désolé, mais ça va dire les Anglais encore. Hein. Voilà, hein. Ah bah ouais, qu'est-ce que je dise là? Non, franchement, là aussi, il ne donnait que des affiches de merde, le type. Je suis sorti des poules avec des confrontations de merde. Je voulais mettre les Portugais et les Pays-Bas et ça fond dès le début. Non, je vais être obligé de dire les Anglais. Hein. Anglais champion du monde, voilà, c'est mes pronos.
fait mes pronos voilà, qu'il ne faut absolument pas suivre. Voilà, si vous voulez faire des paris, il faut faire l'opposé de ce que je viens de dire. Parce que les Anglais, bah, ça fait 15 ans que je les mets. En fait, c'est ça le truc. Ça fait 15 ans que je les mets, je peux pas ne plus les mettre. C'est comme tu as joué toute ta vie les mêmes numéros du loto. Tu vas pas changer un jour, comme ça, tu vas pas jouer d'autres numéros. Imagine, ils tombent. Imagine, c'est les numéros que tu as joué pendant 10 ans qui tombent. Bah, tu fais quoi après? T'es baisé, tu te suicides, tu te tues. Tu as joué toute ta vie les mêmes numéros du loto et quand tu joues plus, c'est eux qui gagnent. Non, là, c'est pareil. Je peux pas ne plus mettre les Anglais maintenant. Maintenant, avec mes Anglais, c'est à la vie, à la mort. Je les ai trop pronostiqués tout le temps. J'ai trop passé pour un con. Voilà, je reste avec mes Anglais. C'est tout. Donc, je suis obligé de mettre les Anglais champions du monde. Voilà. Donc, voilà, vous l'aurez compris. La première partie de la vidéo, l'analyse crime organisé sécurité, était beaucoup plus pointue que la seconde partie, analyse footballistique. Hein. En fait, il y a une partie, si vous voulez, où vous pouvez y avoir à boire, à manger. Vous pouvez avoir quand même un certain point de vue quelque peu pertinent, qui peut vous apporter un petit peu d'éclairage en fonction de vos propres opinions. Et puis la deuxième partie, si vous voulez, où c'est du n'importe quoi, où le type lui fait de la merde, il met les Anglais champions du monde. Voilà, c'est deux parties existent dans la vidéo. Mais écoutez, en tout cas, toujours est-il que voilà, c'est la fin. Et voilà, maintenant, il ne reste plus que à attendre le premier match qui se déroulera anciennement à Estadio Azteca, mais qui était renommé Banorte maintenant, dans un peu plus de 5 jours. Voilà.